tous, bienvenue sur ma chaîne Harmonie de Lettres. Je suis Valérie Lavril, artiste peintre et art thérapeute. L'idée de la série L'humain au centre de nos pratiques est de se retrouver entre professionnels, acteurs du soin, du social et de la santé, afin d'échanger sur nos pratiques respectives. Comme le dit le proverbe africain, tout seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. L'idée également est de faire connaître nos métiers. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui dans cette vidéo. Nous vous proposons de découvrir 3 professionnels. Nous avons Image Mal, coach et formatrice spécialisée en management stratégique, cohésion d'équipe et transition professionnelle, que vous avez déjà pu découvrir dans une autre vidéo bonus sur la confiance et l'estime de soi. Arnaud Gignon, art thérapeute, formateur clown et animateur d'ateliers philo. Et Maud Thomas, qui est art thérapeute et éducatrice. Alors, je vais laisser prendre la parole l'un après l'autre et vous laisser un petit peu parler de comment vous en êtes venu à votre métier. Quelles sont vos formations? Quelles sont vos expériences? Qui veut prendre la parole? Donc, Imen, je te laisse te présenter. Merci. Je vous embarque dans un voyage en montgolfière, dans une nouvelle sphère qui permet de prendre l'air, voir plus clair et exploiter les auteurs. Je m'appelle Imen Jmal, je suis coach en management humaniste et cohésion socio-culturelle, passionnée par le développement du potentiel humain, avec une expérience en conseil auprès de plusieurs secteurs d'activité. J'ai créé Cabinet Casey, un lieu où l'efficacité et l'accomplissement se conjuguent au présent. Durant mon parcours, j'ai rencontré donc des managers qui m'ont dévalorisé et n'ont pas su exploiter mon plein potentiel. J'étais ce talent en fuite et en quête de développement et d'épanouissement. Mon parcours professionnel m'a permis de relever plusieurs constats. Par exemple, la richesse socio-culturelle n'est pas exploitée. La communication entrave la cohésion des équipes. Et puis le stress professionnel réduit la productivité. C'est pourquoi j'ai dédié mon expertise pour accompagner les entrepreneurs et les salariés vers la performance et l'épanouissement professionnel. À travers donc des formations ciblées, des sessions de coaching individuelles ou en équipe, ainsi que des team building. J'aspire à un monde professionnel où les équipes sont soudées, alliées et engagées. Les managers sont des facilitateurs, des accompagnateurs et des leaders. Voilà, merci. Merci, Imen. C'est beau. C'est gentil. C'est mon pitch, mais ça raconte du coup mon histoire, pourquoi j'en suis arrivée là. Que moi-même, j'ai été à la recherche euh, du bonheur professionnel, de me sentir intégrée, de me sentir valorisée au sein d'une équipe. Euh, du coup, j'ai cherché un peu partout, j'ai changé de lieu de travail à plusieurs reprises. Et enfin, j'ai compris que c'était pas du tout ma vocation et ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'échange, le partage, même avec les collègues, etc. Et j'en ai fait mon métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne les managers et puis les travailleurs à se sentir mieux dans le lieu où ils exercent, euh, créer des liens et d'arrêter de se comparer en compétitivité et de se relier plutôt, de travailler ensemble, de former des équipes soudées, des gens qui vont dans la même direction, qui réalisent des objectifs ensemble et non pas les uns contre les autres. Voilà, c'est un peu ma mission que j'aspire et que j'ai envie de la développer de plus en plus. Super. Bah, je te remercie en tout cas. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole? Ben, je veux bien, oui, je veux bien continuer. Je te laisse te présenter, Arnaud. Alors, merci. Moi, donc, c'est Arnaud Gignon. J'ai 55 ans et puis je suis art thérapeute, clown et aussi animateur d'ateliers philo.
Donc, comment j'en suis arrivé à devenir art thérapeute? Auparavant, moi, j'ai un diplôme de travailleur social, d'animateur socioculturel. J'ai fait ma grande partie professionnelle dans le social, avec tout public, dans des associations, comme accompagnement d'insertion professionnelle, et pour finir, comme animateur en maison de retraite, en EHPAD. Et au fur et à mesure de ce cheminement, parce que j'ai voulu faire travailleur social parce que j'ai toujours été attiré justement par l'humain. J'aime beaucoup ton titre, mettre l'humain au centre de notre pratique. Parce que voilà, c'est un vrai questionnement pour moi, ça a toujours été un vrai questionnement dans ma vie et professionnellement. C'est que comment on arrive à être, à accompagner les personnes. Et ça a toujours été un vrai enjeu pour moi. Alors justement, le travail social, au fur et à mesure, m'a commencé à me perturber parce que j'y trouvais de moins en moins le sens d'accompagner socialement les gens à travers des structures qui me paraissaient de plus en plus lourdes et où on avait de plus en plus de difficultés à trouver du sens professionnel, de l'éthique professionnelle. Alors, en tout cas dans mes expériences, hein. Et je commençais à m'y perdre un peu. Et en même temps, j'avais aussi une réflexion de me dire, la dimension collective, c'est bien, mais l'individu dans tout ça, dans cette dimension d'accompagnement collectif, qu'est-ce qu'on en fait de l'individu, de la personne en elle-même, de ses souffrances, de ses questionnements, de ce qu'elle est, avant de parler de projet collectif, mais individuellement, où ce que chacun en est. Et je me suis de plus en plus posé cette question, et en finissant ma carrière sociale dans un EHPAD, je me suis fortement questionné du soin. Comment prendre soin, en fait? Comment prendre soin de l'autre? D'où mon opportunité de pouvoir faire une formation d'art-thérapie. Je me suis dit: «Ah oui, c'est peut-être ça vers quoi je dois continuer mon cheminement». C'est que, comment je prends soin à travers les outils artistiques des personnes. Et donc j'ai commencé, j'ai eu ma certification, pardon, parce qu'il y a pas de diplôme en art-thérapie, ma certification d'art-thérapeute, à Chêmes, à l'école de Chêmes de Lyon, en 2018. Et en même temps, puisque je faisais beaucoup d'ateliers clown, c'était voilà, c'est mon médium préféré. J'ai aussi été formé par Sandra Meunier, qui est art thérapeute, qui est fondatrice des Nétoiles, qui est l'art soignant en clown, enfin issu du clown, on est plus maintenant des personnages féeriques, mais qui allons accompagner les gens dans les lieux médicaux, hôpital, EHPAD, unités protégées, etc. Et donc j'ai suivi aussi en même temps cette formation-là. Donc pour moi, c'était un cheminement, quoi. Comment passer du collectif, tout en gardant la valeur du collectif, bien sûr, de l'engagement, de vouloir aussi changer le monde, mais en partant bien des besoins et de là où en est la personne. Puis c'est aussi une démarche, je crois, très personnelle d'éducation populaire. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'éducation populaire, c'est-à-dire des associations où on part de ce que les gens sont et on essaye de grandir ensemble. Et je suis toujours très attaché à cette dimension de comment on avance ensemble, quoi. Et je me considère pas comme un thérapeute qui va apporter que des choses, mais comment ensemble, avec le thérapeute que je suis, avec la personne et le patient ou le résident, comment ensemble on peut avancer, quoi. Et comment on s'enrichit mutuellement, je pense aussi. Voilà. Merci à toi pour cette belle présentation. Je rejoins totalement aussi sur le fait qu'en tant que thérapeute, il faut aussi se remettre à sa place. Et on n'est pas des sauveurs non plus. Je pense que c'est compliqué des fois. Mais en fait, c'est surtout se dire, ben voilà, on fait un bout de chemin ensemble avec la personne et comment on va lui apporter peut-être un temps soit peu quelques outils pour que la personne puisse ensuite cheminer toute seule dans sa vie. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter aussi. Oui. Alors donc moi, je suis Maud Thomas, je suis éducatrice spécialisée depuis 20 ans, plus de 20 ans.
même. Au début, je voulais être juge pour enfants et puis en fait, je me suis dit que je voulais intervenir avant que ça déraille. Et donc du coup, je me suis mise plutôt sur le côté éducatif et avant que ça déraille. Donc j'ai travaillé avec plein de publics différents, enfants, adultes, handicap, aide sociale à l'enfance, beaucoup d'internats au début, beaucoup de collectifs. Et dans toute ma pratique depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu la terre au milieu, c'est-à-dire le modelage. Voilà. Moi, j'adore modeler et donc j'en proposais régulièrement à tous les jeunes et adultes avec qui je travaillais. Et la création artistique a toujours fait partie de ma vie depuis toute petite. Et du coup, il y a quelques années, je me suis orientée, j'ai passé du coup un certificat d'art-thérapeute et de médiatrice artistique avec Profac, que j'ai eu en 2020, en pleine année Covid. Le truc un peu compliqué, j'ai tout fait par correspondance. J'ai quand même réussi à faire mes stages, mes heures de stage, mais c'était assez compliqué. Et du coup, j'ai aussi, depuis 10 ans, en fait, je travaille comme éducatrice, mais éducatrice nomade. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber le collectif et donc je travaille en CESAD, service de suivi à domicile. Et donc, je vois les jeunes, moi je m'occupe de jeunes en situation de handicap de 6 à 16 ans. Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'individuel. Donc, ça, c'est génial. Voilà, ça m'a aidé à continuer le métier d'éduc parce que c'est vrai que moi, pareil, le collectif, la perte de sens, quand j'entendais aussi parler de management, je suis en plein dedans parce que le management qu'on a actuellement est maltraitant. Ils ne savent pas ce qu'on fait au quotidien, en fait, pas du tout. Du tout. Et l'humain n'est pas au cœur de la pratique. Totalement. L'humain est délaissé, les jeunes sont délaissés et heureusement qu'on est des bons professionnels qui s'accrochent parce qu'on le fait par vocation quand même ce métier-là, clairement. Voilà, c'est pas... et du coup, ça permet quand même de continuer à faire correctement notre boulot et de s'accrocher et de se battre pour que ça reste l'humain au cœur de la pratique. Mais l'institution actuelle l'état actuel fait que, en fait, on oublie l'humain. Ils utilisent les associations et tout ça. En fait, on nous demande qu'elles soient gérées comme une entreprise, mais c'est pas une entreprise. On peut pas gagner des sous avec l'humain et on peut pas rendre des comptes comme on rend des comptes quand on est comptable. En fait, c'est pas possible. Et donc, du coup, je me suis mis en auto-entreprise en tant que libérale, en auto-entreprise en tant qu'art-thérapeute. Donc, j'ai réduit mon temps de travail d'éduc et je bosse en auto-entreprise à côté. Et je travaille avec tout public. Actuellement, c'est plutôt des adultes en souffrance, en EHPAD, maladie d'Alzheimer, auprès de personnes en situation d'exclusion sociale, de troubles psychiques. Alors, c'est des groupes plutôt, mais au moins, je fais comme je veux. Je n'ai pas de compte à rendre. Je rends les comptes à moi-même et à ma superviseuse. Mais ça me permet de retrouver du sens et du lien. Et voilà. Merci beaucoup. C'est une belle expérience que tu nous as présentée. Je pense qu'éducatrice, c'est pas un métier facile. En fait, j'ai fait 2 stages dans des foyers de vie. J'étais aussi avec des éducateurs. Et des fois, c'était un peu compliqué parce que j'avais l'impression, alors ce n'est pas du tout pour juger, j'avais l'impression qu'il avait un peu le rôle de parent. Et en même temps, il voulait imposer. Je sais pas comment expliquer en fait, mais des fois où ça m'a beaucoup irritée dans la manière dont la personne était prise en charge. Parce qu'il pensait peut-être avoir le savoir. Voilà, c'est ça qui m'a gênée. Je pense que toi, en ayant fait Profac, c'est un centre de recherche et de formation en art-thérapie pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a justement cette dimension aussi humaine que tu as pu retrouver tout au long de la formation et dans les aspects théoriques aussi proposés. Oui, j'ai appris des choses et justement, j'ai appris que on est celle qui ne sait pas.
Voilà, donc on ne sait rien et on ne peut pas imposer et on n'a pas le savoir en fait. On sait qu'on ne sait pas. Voilà. Donc on passe à la deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une prise en charge individuelle et ou groupale? Ce qui est important pour moi, c'est comment j'arrive à décortiquer le potentiel de l'être humain. Que ce soit un groupe ou un individu, ma mission, c'est d'aller piocher, d'aller ouvrir des richesses comme dans des petits pots fermés où personne ne soupçonne qu'ils sont là. Et puis moi, ce que j'aime dans ce travail, c'est venir tétiller ce côté-là, venir chercher et sortir la richesse qu'il y a dans chaque personne à travers le questionnement, à travers des outils, venir récupérer et mettre en surface toute la richesse qui a été enterrée, enfermée et la mettre en valeur, que la personne reconnaît qui elle est, de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle peut faire avec toute cette authenticité, cette différence qu'elle a avec les autres et en faire un exploit, faire quelque chose derrière. Donc ça, c'est ce que j'aime faire et c'est pour ça que je suis une passionnée du potentiel humain parce que c'est quelque chose qui, chaque fois d'ailleurs que je vois quelqu'un, et ben tout de suite, comme si que naturellement, je vais venir en fait chercher qu'est-ce que cette personne, elle s'intéresse à quoi, qu'est-ce qu'elle veut faire, pourquoi. Je pose plein de questions et quand elle me répond, bah au fait, je vois son potentiel, même si elle n'en est pas encore consciente. Et au fait, c'est ce que je fais, c'est à travers mes questionnements et puis des ateliers que je lui propose, je la mets dans le bain, en plein face de ses ressources, de ses capacités. Et je l'invite tout doucement, bien sûr, à prendre conscience et à les explorer dans sa vie, à en faire même voilà un miracle, on va dire, ou quelque chose qu'elle veut. Mais en tout cas, elle peut en faire plein de belles choses avec toutes ces richesses et ces ressources cachées. Voilà. C'est beau. Je dis tout le temps c'est beau, mais... Oui, bah moi aussi. Moi, je dis tout le temps voilà, ça finit. En fait, c'est ta potentialité à toi, en fait, de se retrouver chez les personnes, leur richesse intérieure et leurs ressources, en fait, qu'elles ne voient pas au premier abord. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment fort. Voilà. Merci. Je dirais que ça se ressemble pas mal à ce que on vient d'entendre parce que c'est vrai que quand on débute, je remarquais ça, quand tu débutes dans tes accompagnements, tu as besoin d'avoir plein de choses, d'accessoires, de préconcevoir avant, de savoir. Bien sûr, il faut quand même un petit peu bâtir, avoir des idées, mais quand tu débutes, tu as l'impression de devoir venir avec. Et de plus en plus dans ma pratique, je viens vide en fait. Je viens accueillir la personne, mais en essayant de savoir exactement, enfin, comme tu disais tout à l'heure, d'essayer de la voir avec son telle qu'elle est, avec ce qu'elle souhaite, vers quoi elle veut aller. Et moi, j'accompagne. Je suis pas là pour dire bon voilà, j'ai ma mallette magique, je viens avec mes outils magiques et je te propose plein de trucs. Tu sais, le thérapeute, voilà, qui sait déjà comment il va guérir. Je suis éloigné, mais vraiment de ça. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai à apporter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne, vers quoi elle veut aller. Et c'est ça le plus difficile en même temps, c'est savoir vers quoi le patient, le résident veut aller.
Et là, on accompagne ça, même les refus. Et le médium clown, il est passionnant pour ça, parce que le clown, quand il frappe à la porte, il sait pas ce qu'il va avoir derrière. Quand il intervient en institution, quand j'interviens en unité protégée, je sais jamais ce qui va se passer. Et tout se vit dans la relation, en fait. Et pour moi, c'est la clé. Enfin, déjà, c'est une belle clé de thérapeute, c'est ce lien relationnel qui va devenir un lien thérapeutique, mais c'est déjà beaucoup de choses, quoi. Comment on rentre en relation avec l'autre, comment on s'accueille mutuellement, comment on s'apprivoise. Moi, je pense beaucoup au Petit Prince, qui est une référence pour moi professionnelle, au même titre de Lacan, de Freud. Et oui, mais c'est clair, comment on s'apprivoise, parce que comment on fait un bout de chemin ensemble, comment moi je peux t'apporter quelque chose, mais quelle est ta demande, en fait, qu'est-ce que tu veux, vers quoi tu veux aller, quels sont les murs que tu produis, que tu veux ouvrir ou que tu ne veux pas ouvrir. Enfin, voilà. Tout ça, ça se fait dans cette relation du petit pas au petit pas, ou même du regard, ou même de la posture, et ça se construit au fur et à mesure, quoi. Et voilà, quoi. Moi, c'est comment on arrive à faire un bout de chemin ensemble. Et ça, je trouve, quelquefois quand je fais des stages clowns aussi, quand je forme des clowns, c'est ça qui est révélé, c'est comment cette richesse intérieure, elle peut être belle. Et au-delà de nos questionnements, de nos souffrances, nos doutes, tout ça, on le prend en compte, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et souvent, ça fait vraiment des projections qui sont magnifiques. Enfin, il y a des... Comment dire, il y a voilà, tout ce qu'on a comme faille en nous, de dur à dire, d'impossibilité à dire, tout ça, mais rien que ça déjà, de l'accueillir, ça fait des choses merveilleuses, quoi, magnifiques. Et moi j'adore ça. Enfin, et puis j'adore quand les gens ils prennent peut-être au fur et à mesure de cette relation-là qui se construit, comment les gens ils arrivent à prendre conscience de certains trucs, ou qui se découvrent. Ou qui disent ah ouais mais ça c'est vrai, ça. Ah ouais je suis comme ça, ouais ça c'est beau ce que je fais là, ou effectivement je peux peut-être partir dans ce sens-là, etc. Mais qu'ils le découvrent par eux-mêmes, quoi. Et ça je trouve ça magnifique. Voilà, on n'est pas grand-chose en fait, mais on est quand même beaucoup de choses. Merci. Bon. Imen, tu avais une question par rapport à ce que disait Arnaud? Non, c'est pas une question. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la question. La personne, où est-ce qu'elle veut aller? Et ça, c'est une question très, très intéressante, parce que le problème, nous, en tant que des accompagnateurs de l'humain, par le syndrome du sauveur, on a tendance à vouloir des fois emmener la personne, pousser la personne. Et moi-même, j'ai rencontré cette difficulté au départ où j'avais envie de pousser tout le monde. Allez, venez par ici. Il faut que vous regardiez, que vous pouvez faire, etc. Et ensuite, j'ai compris, et puis bien sûr, je l'ai adopté, que la personne, si elle ne veut pas, elle ne fait pas la demande, et ben moi ou vous, du coup, on peut rien faire pour cette personne, parce que si elle n'est pas consciente de là où elle veut, elle ne formule pas une demande, personne ne peut l'emmener nulle part. Et ça, c'est vraiment, c'était en fait une révélation, et je me suis dit, ok, donc quand je vois qu'une personne ne veut pas aller, que la personne, elle ne cherche pas à changer quelque chose, c'est ok aussi. C'est que elle n'est pas, elle n'est pas en phase. C'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore, l'heure pour elle pour dépasser cette porte-là. Ou comme tu dis tout à l'heure, Arnaud, de
déconstruire le mur et d'aller vers autre chose. Et je trouvais que c'était très important que tu le relèves et que t'en parles, parce que sinon c'est la résistance quoi, et c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, merci. C'est ouvrir le chemin. C'est-à-dire que la personne, des fois, elle sait même pas qu'elle veut aller quelque part. Et elle n'est même pas en capacité de se projeter. Moi, je travaille avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Donc là, il n'y a pas de projection. En fait, on vit l'instant présent. Du coup, nous, on est juste là pour ouvrir un chemin possible. Et il faut accepter que, en fait, le chemin, elle ne le prenne pas ou qu'elle parte en arrière. ou qu'elle monte aussi. Et c'est accepter l'imprévisible et l'inattendu, en fait. Et ça, c'est très riche, hein, et ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, parce que c'est se détacher, nous, de ce qu'on a projeté. Parce qu'on projette toujours quelque chose. Hein. On a beau se dire, on projette pas, on vient sans rien, mais si. Tout à fait, oui. Pour ajouter à tout ce que vous avez dit, je pense que clairement, c'est aussi pour ça qu'on est supervisé en tant que thérapeute. En fait, il y a des choses qu'on va projeter sur l'autre. C'est des choses inconscientes. Mais en fait, quand on va venir en parler avec notre superviseur, on va comprendre qu'on n'était pas à notre place. Oui, c'est ça. Et puis aussi, attendre une création, attendre que quelque chose se passe. Mais des fois, le quelque chose se passe sans que rien se passe, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je me rappelle que j'avais très peur du silence. Le silence en atelier, le silence pendant sa pratique, ça m'angoissait, moi. C'était quelque chose qui m'angoissait, à dire, mais non, il faut combler. Enfin, tu peux pas ne laisser un silence qui est là. Mais si, parce que le silence, il peut être rempli, en fait. Le silence, il peut être intéressant. Le silence, il peut parler. Et il faut qu'on apprenne à écouter, quoi. Et c'est un vrai travail, quoi. Écouter le silence. Apprendre à se taire. Et apprendre à se taire, oui. Oula, j'ai encore du boulot, moi. J'ai encore du boulot. Mais et puis aussi, c'est dans la notion aussi de dire que des fois, la souffrance, c'est aussi un support, quoi. Certains patients, ils savent qu'ils ont ça, ils savent que ça leur fait souffrir, et que ici, quelque part, ils y tiennent parce que c'est rassurant d'être dans cette dimension-là, et que si on arrive avec la grande armure du thérapeute et dire je vais casser tous les murs, je vais casser toutes ces souffrances, ça peut être dangereux parce qu'on peut arriver à l'effondrement, quoi. Et c'est moi, c'est toujours une question pour moi, c'est de dire attention quand même dans cette dimension-là, que il y a des murs qui peuvent être utiles parce que c'est des murs supports, même s'il y a, et que c'est seulement la personne et elle-même qui pourra déconstruire ces murs. Enfin, pour moi, c'est très important, ça. Oui, puis, on n'est pas là pour abattre les murs, nous. Tout à fait. Puis il y a des personnes en plus qui ont vécu, qui sont mis dans un rôle, par exemple le rôle de victime ou le rôle de choses comme, enfin, un rôle particulier. Et nous, on n'est pas là pour déconstruire ce rôle, en fait. Et comme tu dis, Arnaud, le problème, c'est que si on le déconstruit, ce rôle, la personne peut vraiment s'effondrer parce qu'on lui enlève ce qui est sa façon d'être, des fois depuis des années, et on peut pas faire ça, en fait. Et on peut pas nous dire en jugeant, bah tiens, ça c'est pas un bon rôle, en fait. On n'a pas à juger et on n'a pas à apporter de solution comme un sauveur, en effet. C'est ça. C'est rester à sa place. J'ai juste envie de rebondir vite fait. C'est aussi la personne, c'est ce que j'entends, Maud, c'est son identité. C'est-à-dire que si elle s'est construit une image d'elle-même, de son identité avec un tel ou tel rôle, le fait de venir, par exemple, lui proposer autre chose, bah, elle va se dire, mais en fait... après ça, bah, je ne vais plus exister, quoi. C'est mon identité complète qui est mise en danger. Et là, on va voir forcément de la résistance qui va se manifester et qui peut, du coup, en cas, voilà, de situation d'incompétence, tomber dans l'effondrement, etc.
Mode, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans tes séances, en groupe ou en individuel? Le plus important, déjà, oui, c'est comment on arrive aussi. Hein. C'est déjà essayer de s'enlever, quand on arrive en séance, soit éducative, soit art thérapeutique. C'est essayer d'enlever tous les biais, en fait, qui peuvent influencer la séance. Donc, essayer d'enlever la fatigue, les émotions qu'on a pu avoir le matin en sortant de chez soi avec les 2 ados que j'ai à la maison, enfin, toutes ces petites choses-là, pour que ça n'impacte pas notre séance. Moi, je pense que le groupe et l'individuel sont très importants, les deux. Parce que des fois, en individuel, justement, on n'a pas d'autre regard que nous-mêmes. Et du coup, des fois, ça peut être compliqué. Alors, on travaille en supervision ensuite après, soit en équipe pluridisciplinaire en tant qu'éducatrice, soit en art-thérapie avec ma superviseuse. Mais n'empêche que des fois, c'est bien aussi qu'il y ait du groupe. Et du groupe aussi pour la personne. Parce que le groupe permet de faire émerger d'autres choses, de créer un lien autre. Et nous, d'être peut-être aussi un petit peu moins... dans un statut de celui qui sait, parce que du coup, il y a d'autres personnes autour. Et il y a un autre lien qui se crée entre les personnes. Mais par contre, ce qui est pour moi essentiel, en groupe comme en individuel, c'est d'accueillir la personne vraiment dans sa singularité. Et du coup, de ne pas être, comme tu parlais tout à l'heure, de ne pas être celui qui juge ou celui qui apporte ses valeurs. Moi, j'ai juste, en fait, au niveau de mon éthique, c'est je veux que la personne soit bienveillante avec elle-même et avec les autres. Le cadre de mes séances, qu'elles soient éducatrices ou art thérapeutique, c'est vraiment ça. C'est je veux amener la personne à être bienveillante avec elle-même, ce qui n'est pas toujours simple, et avec les autres. Voilà, ça, c'est vraiment les 2 règles essentielles à moi. Et ça, voilà, c'est je travaille avec cette ligne de conduite-là, en fait. Ouais, c'est hyper important. Pour moi, en fait, ce qui est le plus important, c'est la relation qui se crée avec la personne. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir ou pas se passer quelque chose. En tout cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'elle soit en confiance. Et je te rejoins, ça fait aussi partie du cadre, en fait. Le cadre qu'on pose dès le départ, que ce soit oral ou le cadre où l'on accueille la personne et de la façon de se tenir, enfin un peu tout en fait qui va faire qu'elle va se sentir à l'aise ou pas du tout. Oui, c'est une question de rencontre, hein, de toute façon, vraiment. Et on peut être un bon thérapeute, mais qu'en fait la rencontre ne se fasse pas. Et que du coup, à un moment, on dise non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la rencontre en fait. Et ça, c'est vraiment essentiel, en fait. Et puis, comme tu dis, le cadre, l'espace est important. Alors, moi, ça m'impacte moins parce qu'en fait, je n'ai pas d'atelier, je suis nomade. Je suis nomade en tant qu'éducatrice et je suis nomade en tant qu'art thérapeute. Donc, je vais chez les gens et dans les associations. Et pour le coup, là, le cadre, il est un peu particulier. C'est une force aussi que je trouve forte de toujours t'adapter à chaque espace où tu vas, quoi. C'est vrai que mon boulot d'éducatrice, parce que ça fait 10 ans que j'interviens à domicile, et donc où on est dans une adaptation constante, hein. On n'a pas de lieu fixe de travail, on va dans les écoles, on va à domicile, on va dans les structures de droit commun, on va partout. J'ai ma voiture qui est emplie de matériel éducatif et art thérapeutique, ma maison aussi. Et donc voilà, du coup, j'ai pris cette habitude. Au début, c'était très déstabilisant quand j'ai commencé en tant qu'éducatrice à domicile, hein, vu que j'avais fait que de l'internat avec des horaires très cadrés, un espace très cadré. Et là, tu passes de ça à t'as pas d'horaire. En fait, c'est toi qui fais tes horaires, donc ça change tout le temps. T'as pas d'espace vraiment prédéfini, et du coup, c'est à toi de tout gérer. C'est vrai que du coup, ça m'a amené à être art thérapeute nomade, du coup, parce que j'avais déjà cette habitude-là de travail et d'adaptation constante. Arnaud, qu'est-ce que tu penses que ta pratique peut apporter
aux personnes qui viennent te consulter? Si on parle en termes général déjà de l'art-thérapie, l'art-thérapie qui prend soin, c'est déjà on mise tout sur le processus. C'est pas la production, on n'est pas un atelier artistique, on est bien dans un processus artistique, c'est-à-dire que les gens viennent déposer des choses à travers un matériau, à travers un médium, ça peut être la peinture, ça peut être l'argile, ça peut être la danse, ça peut être le clown. Voilà. Moi, j'aime bien aussi utiliser différents médiums suivant les besoins de la personne, mais voilà, c'est à travers ce processus de création, qu'est-ce que la personne inconsciemment va venir déposer des choses et quel est le regard qu'elle aura sur ce support qu'elle aura créé. Nous, c'est ça l'intérêt, c'est voilà, comment on passe par le geste, par le mouvement, par la matière, et ensuite peut-être que des mots MOT viendront, mais l'approche, c'est d'abord le non-verbal, c'est d'abord voilà, qu'est-ce qui vient s'exprimer à travers le corps, qu'est-ce qui vient s'exprimer à travers la matière, la quantité de peinture, la façon de peindre, voilà, tout ça dit des choses, nous dit des choses à nous. Et comment on prend conscience peut-être à travers nos productions, à partir de la répétition de nos productions, qu'est-ce que ça vient nous dire, nous percuter, qu'est-ce qu'on prend conscience peut-être de nos limites, de nos blocages, etc. Donc en art-thérapie, c'est là-dessus qu'on travaille, sur ce processus-là qui est une formidable aventure. Parce qu'en plus, on n'est pas dans le mental, quoi. Voilà. On est vraiment dans, voilà, je viens déposer des choses. Voilà. Et donc après, il y a différentes matières, effectivement. Alors on peut peut-être prendre l'argile parce que l'argile, ça parle aussi du corps, c'est malléable. On peut le découper en petits morceaux, on peut le rassembler, voilà. Donc ça peut parler aussi par rapport à des pathologies. Moi, je parlerais plus, même si j'utilise tous les outils, je parlerais plus du clown. Moi, je trouve que le clown, c'est un formidable outil thérapeutique en soi déjà, rien qu'en soi. Le clown, ça part de notre enfance intérieure, ça part de nos archaïsmes, ça parle de notre présence, et donc il y a deux approches avec le médium clown. Soit le thérapeute est en clown et il vient rendre visite. Comme on disait tout à l'heure, le relationnel est déjà une porte entrée formidable. Donc, en clown, on a cette faculté-là de rendre en relation assez rapidement avec l'autre, avec autrui. Et donc, on a déjà cette approche-là. En soi, on devient le thérapeute qui est clown et aussi malléable. C'est-à-dire qu'il devient de la matière aussi. C'est lui qui est la matière, c'est lui qui est la production. Et quand on vient en tant que clown thérapeute, on vient pas faire un spectacle. On n'est pas dans le clown théâtre, on n'est pas dans le clown cirque, on est de la matière. Et comment la personne, l'autre, reçoit cette invitation d'un clown qui arrive là avec son costume, avec son maquillage, tout ça, et ce jeu qui se produit, J-E-U, et comment tout ça crée quelque chose. Et là, on devient malléable, nous, on devient réceptacle, support d'une expression du patient ou du résident. Après aussi, il peut y avoir l'autre méthode qui est le fait que le patient se transforme en clown. On le forme en clown. On lui demande de mettre ce nez rouge parce que justement, se transformer en clown, c'est permettre à celui qui devient clown de pouvoir dire des choses qui sont plus profondes de lui. On touche à l'intime tout de suite. On se croit caché par ce petit nez rouge là au milieu de la figure, par ce maquillage et par ce costume. On se croit caché et donc on révèle beaucoup de choses de nous-mêmes. C'est forcé, c'est naturel. Le clown, c'est ça. On révèle de choses qui nous sont intérieures et que le clown permet de ressortir. Et donc, quand on fait des séances de clown thérapie avec un patient, c'est permettre à l'autre de se révéler, de percevoir c'est quoi ses failles, c'est quoi, parce qu'un clown, ça chute tout le temps, un clown, ça se moque de son ridicule, donc on dédramatise tout. Donc il est où le problème? C'est quoi le problème que je veux mettre sur scène là? C'est quoi mon problème? Et le clown, il permet de faire sortir tout ça naturellement. Donc ça demande un accompagnement parce que voilà, il faut contenir, il faut rassurer, il faut contenir. Mais l'outil, le médium clown
permet cette révélation-là. Si on veut aller vers ça. Après, ça demande un engagement aussi. Hein, donc, il faut que le patient soit OK pour utiliser ce médium. Voilà, donc, je ne sais pas si on est timide, par exemple, si on veut vraiment des thématiques précises, si on a quelque chose où on se dit je suis timide, etc. Le clown, alors ça c'est génial parce que tu enlèves ta timidité rapidement. Si tu as besoin de révéler des choses qui sont profondes à toi, qui ne veulent pas sortir, qui sont bloquées, et dans la liberté du clown, peut-être que tout ça, ça va sortir. De façon décalée peut-être, hein. Ce ne sera pas ton problème en soi qui va sortir, mais ce sera quelque chose qui te fera prendre conscience que pourquoi je fais ça, pourquoi je réagis comme ça quand je mets mon nez rouge, pourquoi... Voilà, il y a plein de facettes qui peuvent sortir et qui peuvent te faire résonance après quand tu redeviens l'acteur, quand tu redeviens la personne, quoi. Quand tu enlèves ton nez rouge. Voilà, moi ce que je dirais de notre pratique d'art-thérapie. Et puis je pense que la philo aussi, alors pourquoi? Oui, parce que je suis aussi... Je me suis intéressé à la philo parce que ça m'a toujours intéressé, mais je me dis que voilà, le mot aussi peut guérir, enfin peut guérir. Non, j'aime pas ça, on guérit pas. Peut soigner, on prendre soin. C'est-à-dire que on a beau dire, hein, mais dans un accompagnement, même en art-thérapie, on passe pas par le mot, mais le mot est quand même là, le mot est principal parce que c'est par le mot qu'on prend conscience des choses, hein, qu'on sort de notre inconscient. C'est quand on verbalise. Et c'est mieux quand on a quelqu'un en face de soi pour verbaliser, parce que voilà, c'est là, c'est posé, ce mot, il est posé. Il y a le poids du mot. Et donc la philosophie, elle permet ça aussi, de se dire, je clarifie les choses. Parce que la philo, c'est pas répondre, c'est pas trouver la solution, c'est dire comment on pose le problème. Et quel mot est le plus sensé, le plus en phase avec ce que je suis en train de vivre. Voilà, c'est ça aussi en philo. On cherche le bon mot, on cherche, voilà, qui pose vraiment le problème, hein, et en toute connaissance de cause. Et donc, la philosophie, c'est vachement intéressant de ce côté-là, c'est que ça pose le problème. Voilà, avec le mot. On a le problème. Et donc après, le résoudre, oui, on peut le résoudre, ou pas, on peut trouver la vérité, ou pas, ou des vérités, mais on a déjà le problème posé, quoi. Voilà, ça c'est vachement intéressant avec la philo. Excuse-moi, je vais te couper. Oui. Est-ce que vraiment on trouve une réponse en philo? Je suis pas sûre, hein. On trouve plein de réponses, on trouve est-ce que la vérité elle existe, on trouve des vérités, mais on essaie de s'entendre en tout cas. Donc déjà, si on pose les bons mots, on peut bien s'entendre. Déjà, c'est une bonne base. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, dans notre société, aujourd'hui, le mot il veut plus rien dire. Enfin, on met des termes comme ça, même politiquement, hein, je veux dire, communication, voilà, il faut vivre ensemble, tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement? Enfin, ça engage à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots-là? On utilise souvent des mots pour les vendre, entre guillemets, j'allais dire. Même nos mots sont devenus capitalistes, quoi. Ils sont faits pour vendre, se vendre. Non, mais c'est terrible. Et même en politique, hein, voilà, les pauvres, je veux pas les bannir, mais quand même, hein, on utilise des mots pour se faire élire, quoi. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi le sens de ce mot? Mais voilà, on a perdu tout le sens des mots qu'on... Et puis même, enfin, bon, on pourrait en parler des heures, mais je veux dire, même étymologiquement, maintenant, c'est vrai qu'on veut, et j'ai été d'accord avec ça, qu'on veut simplifier la langue française. J'ai dit, c'est vrai, pourquoi pas? Parce que l'orthographe, tout ça, c'est compliqué. Mais après, il faut faire gaffe quand même, parce que les mots, ils ont une étymologie. Et si à force de les transformer, de les simplifier, on perd l'étymologie, on perd le sens du mot, quoi. Et ça, c'est pas rien. Hein. Et je veux dire, voilà, c'est pas rien, parce que les mots, ils disent quelque chose. Mais il faut trouver le mot qui ait un sens, quoi. Du contenu, du poids. Et arrêtons de faire du marshmallow. Voilà. J'ai fini ma revendication. Ben, merci à toi. On va te laisser parce que du coup, on a dépassé.
Oui, je suis désolé, je dois y aller. Juste un dernier truc, c'est que Arnaud, il a créé un magazine pour les art thérapeutes et ça, c'est génial. Franchement, bravo pour ce projet. Je vais faire un article aussi dessus. Ah, c'est Moi bien. aussi, Oui. moi aussi, j'aimerais bien. Là, je suis Oui. en train d'essayer. Parce que c'est justement ce que Imen, hein, c'est ça, disait justement, c'est comment rendre visible notre profession, parce que c'est vrai voilà, on peut être abscon des fois, et comment rendre visible aux gens de cette merveilleuse profession qu'est l'art-thérapie, quoi. Oui, moi, je vais Voilà. essayer d'en faire un aussi, mais pas forcément sur les thèmes que tu as dit. Alors, je sais pas si ça conviendra. C'est très bien, vas-y. Je voulais faire un truc un peu, qu'est-ce que c'est qu'être dans la tête d'une art thérapeute, tu vois? C'est très bien. C'est un côté un peu humoristique. C'est quoi? C'est un magazine, comment, Valérie? C'est quoi Internet. tu proposes? C'est En ligne? En ligne, c'est en D'accord. ligne, ouais. Il est à disposition, oui, oui. Il faut en profiter. je te remercie en fait pour ça parce que c'est en étant ensemble qu'on va pouvoir faire reconnaître notre pratique à sa juste valeur et ça, c'est hyper important. Ben oui, ben oui, oui. Quand on voit avec le D'ailleurs, sommet d'art-thérapie francophone, déjà les diplômes et la façon dont ils parlent et tout ça, on est, on est très très loin. Et puis de toutes les choses qui sont mises en place au Québec, par exemple, Oh là. c'est vrai que tu te dis que oui, on a un peu de retard. Mais bon, on avance, on avance, on avance. on rame. Oui, oui, mais on rame, mais on avance. Eh bien, merci beaucoup et puis au revoir à tout le monde et merci pour cette initiative, c'est super. Mettre l'humain au centre de notre pratique, c'est super important. Merci à toi Arnaud. À bientôt. Merci, au revoir. Maud, qu'est-ce que peut apporter ta pratique selon toi aux personnes qui viennent te consulter? Je pense que moi, je leur ouvre des chemins possibles, en fait, de nouveaux chemins. Tant en tant qu'éducatrice qu'en tant qu'art thérapeute. En tant qu'art thérapeute, je dirais que je suis le jardinier qui a les petites graines de créativité qu'on a tous en nous à germer. Donc moi, j'apporte juste la terre et un petit peu d'eau, mais après, c'est aux personnes de continuer à arroser pour que ça pousse. Et en tant qu'éducatrice, je leur ouvre des portes et je leur ouvre un autre regard sur eux, en fait, aussi. C'est-à-dire essayer d'être sans jugement, sans valeur. Alors, il y a des valeurs qu'on est obligé de respecter, qui sont les normes de notre société, mais le reste, voilà, j'ai pas à juger une famille à sa façon d'élever ses enfants. Je ne suis pas celle qui sait, je n'ai pas apporté de jugement, en tout cas, vraiment. Et du coup, voilà, je suis là pour aider les personnes aussi à ouvrir des chemins et à reprendre confiance en elles. Je sais que tu avais fait aussi une vidéo sur l'estime de soi, justement, et il y a l'estime de soi, vraiment. Et en fait, c'est se redécouvrir. Elle se redécouvre autrement. Et souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent « mais je ne sais pas créer ». Mais je dis « mais si, en fait, un enfant ne dit pas « je ne sais pas créer ». Un enfant, il va dessiner. Tout le monde sait créer. Et donc, c'est déjà juste ouvrir cette porte-là, ouvrir cette possibilité-là en disant « mais si, c'est possible, tout le monde peut créer ». Il faut juste trouver le bon médium, il faut juste trouver la bonne personne qui va t'aider à créer et le cadre qui, du coup, va t'apporter cette sécurité qui va te permettre de créer. Et surtout, enlever cette petite voix-là qui te dit, la voix qui vient des autres, hein, qui vient de nos années de vie, qui dit c'est moche ce que tu es en train de faire. Et bien ça, il faut l'enlever. Et puis du coup, s'enlever de cet impératif esthétique, parce qu'en art-thérapie, on n'est pas du tout dans l'esthétique. Et s'accorder ce temps-là pour soi. Vraiment. Et du coup, ça aide dans tout, en fait. Même à gérer le stress au quotidien, parce que, oui, on est quand même beaucoup dans la charge mentale. Alors, je sais que c'est le mot à la mode, mais c'est une réalité. Où on demande aux gens de faire de plus en plus avec de moins en moins. Et on est surstimulé aussi. Donc, c'est aussi ouvrir des séances où tout est possible et où, du coup, rien n'est possible. C'est-à-dire que moi, je n'attends rien. Et ce qui est aussi très important, c'est-à-dire que c'est pas à moi d'interpréter la création.
faut que ça parle à la personne. Voilà. Et ce qui est essentiel, et ça peut ne pas lui parler en séance et lui parler après, ou le cheminement se fait. Et en fait, le cheminement, c'est elle qui en décide et c'est elle qui va décider à quel rythme elle le fait. Mais nous, on ne porte aucun jugement, ni on n'interprète pas les créations. Et ça, c'est vraiment essentiel à dire. On n'est pas là pour... Je suis pas psychologue. Et donc, du coup, je n'ai pas à interpréter les créations. Par contre, ça permet à la personne de reprendre sa parole en main. Donc ça, c'est un terme profakien pour le coup, hein, ça vient de Profac. Et c'est vrai que je trouve qu'il est juste, c'est-à-dire mettre des mots autrement sur les mots par la création. Et c'est du coup ouvert à tous, hein, même un bébé peut faire de l'art-thérapie. Hein, moi, j'ai une amie qui est art-thérapeute qui anime des séances bébé-parents et c'est un super support. Voilà, ouais, c'est ouvrir d'autres chemins et ouvrir d'autres regards et permettre à la personne de se reconnecter aussi avec ses compétences, avec ce qu'elle est et des fois découvrir ce qu'elle peut faire. Moi, le nombre de fois, là, j'interviens donc en unité Alzheimer et du coup, des fois, elles veulent m'acheter leur propre création. Alors que c'est des dames qui, au début, ne voulaient pas créer. Ensuite, quand elles créaient, elles disaient qu'elles étaient nulles, que c'était moche, alors qu'il n'y a pas de notion de beauté. Mais en tout cas, elles, à leurs yeux, c'était moche, c'était pas bien. Et maintenant, elles redécouvrent leur création à chaque fois qu'on refait une séance et elles veulent m'acheter leur création parce qu'elles trouvent ça très beau. Et là, tu dis, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Je rejoins totalement. Ça fait revivre des émotions qui sont enfouies et vraiment un dessin, ce que ça peut révéler en fait. Un dessin ou une création en tant que telle, que ce soit un dessin, une peinture, un collage, un modelage, etc. Mais ce que ça peut révéler de soi et comme tu dis, de se retrouver. Je voulais aussi parler de ta casquette d'éducatrice. Est-ce que tu penses que ce métier-là peut offrir aux personnes? Eh ben, ce métier-là, aux personnes, il peut offrir justement un autre regard. C'est-à-dire que moi, souvent, toutes les personnes que j'ai accompagnées en tant qu'éducatrice, je lisais pas leur dossier avant de commencer à les suivre. Parce que je voulais arriver avec un regard neutre et leur donner la capacité d'être ce qu'ils veulent et pas d'être une étiquette. Donc ça, c'était vraiment important pour moi et ça le reste. Et ça fait 22 ans que je fais comme ça. Alors, je lis le dossier, mais je le lis après. Parce qu'en fait, sinon, si tu lis le dossier, tu t'attends à des choses. Et du coup, tu ne laisses pas cette porte ouverte, en fait. Et voilà, moi, ça me semblait essentiel. Je dirais aussi que j'ai changé dans ma pratique le moment où je suis devenue maman. Parce que je pourrais dire quand même que j'ai été jugeante à certains moments. Toi, quand tu me parlais de ton expérience dans les foyers, je pense dans ma pratique de jeune éducatrice, à certains moments, j'ai été porteuse des normes de la société. Alors que ça n'avait pas lieu d'être. Il y a des normes obligatoires, on est bien d'accord. Mais chacun fait comme il peut. Et quand je suis devenue maman, j'ai compris plein de choses. Et je suis devenue, je pense, moins jugeante et plus compréhensive parce que c'est Rousseau qui disait que les deux métiers les plus difficiles au monde, c'est être éducatrice et être parent. Et oui, c'est une réalité. Et c'est dur d'être parent. Et en fait, tant que tu n'y as pas été, je pense que tu ne peux pas le comprendre quand même, comprendre les difficultés que c'est d'élever un enfant. Et du coup, ça m'a vraiment aidée à être, je pense, une meilleure éducatrice de devenir maman. Parce que j'ai pu comprendre certaines choses qui n'étaient pas accessibles tant qu'on ne l'a pas vécu. Et du coup, plus d'humilité. Mais voilà, moi, j'aide les enfants et les parents, parce que j'accompagne aussi beaucoup les parents dans l'acceptation du handicap. Alors, c'est facile de dire ça, mais je ne suis pas maman d'enfants handicapés, donc je ne peux pas comprendre réellement ce qu'ils vivent. Mais j'imagine
Et donc, j'essaye de leur alléger ce fardeau-là et de faire en sorte qu'ils voient la différence de leur enfant différemment et surtout les aider dans ce parcours-là le plus possible avec les moyens que l'État, la France donne, hein, et ce qui n'est pas si énorme que ça. Alors, par rapport à d'autres pays, c'est énorme, mais par rapport à d'autres, non. Voilà. Et de leur offrir de la magie. Voilà. Je pense que je suis une éducatrice assez pleine de vie et qui essaye de leur apporter de la magie le plus possible parce que l'univers est quand même pas très sympa en ce moment. Et du coup, par exemple, pour le Covid, on faisait des séances, ils nous ont interdit d'aller voir les jeunes alors qu'il y avait vraiment besoin. On a fait du télétravail avec des séances vidéo et je m'étais déguisée en clown. Et du coup, j'ai fait une séance déguisée en clown et j'avais lancé un grand concours de déguisement. Voilà, j'aime apporter des projets, de la nouveauté, de pas aussi rester assise tout le temps sur les choses que je sais faire et d'amener de nouvelles choses, quitte à me mettre en danger. Mais en même temps, c'est montrer aussi qu'on est fragile. J'ouvre aussi mon cœur. Alors, c'est-à-dire que je ne suis pas la maman de ces jeunes, hein, clairement. Je ne me mets pas du tout à la place des parents, mais je leur apporte ce que je peux leur apporter pour les aider à grandir et à faire avec leur handicap. Et donc, du coup, si un enfant a besoin de câlin, je vais donner un câlin. Si un enfant il a besoin de me confier des choses, il me confie des choses. Ouais, je leur apporte de l'humain pour le coup. C'est-à-dire que je peux dire aussi à certains moments, là aujourd'hui je suis fatiguée et fais attention parce que ma patience elle est plus petite que d'habitude. C'est-à-dire aussi montrer qu'on n'est pas des robots. Justement, on n'est pas des robots. On travaille avec l'humain et on est humain. Et donc, c'est aussi ouvrir cette fenêtre pour montrer que nous aussi, on a des émotions, que nous aussi, on vit des choses et que ils doivent s'adapter aussi, en fait. Ça me parle vachement ce que tu dis parce que quand j'étais en clinique, je voyais beaucoup de patients dans la semaine et c'était ça aussi, accepter le fait que je suis humaine et que je peux aussi avoir des temps des jours où ça va moins bien que d'autres. Et en fait, quand j'ai lâché ça, j'ai compris qu'on n'est pas des robots, effectivement. Et nous aussi, on a le droit de ne pas toujours être au top. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de l'expérience aussi. Imen, pour toi, qu'est-ce que peut apporter ta pratique aux personnes qui viennent te consulter? Donc, par exemple, dans une séance de coaching, la personne va ramener donc une problématique ou un objectif à atteindre, etc. Et à travers en fait le questionnement, les outils que je peux lui proposer, lui faire travailler, je viens en fait poser les bonnes questions qui vont permettre à cette personne, au moment de répondre, d'entendre et de voir où elle est la problématique, où est-ce qu'elle est la limite qui la bloque. Par exemple, certaines croyances, donc on le sait tous, certaines croyances nous limitent dans dans notre tête, bien sûr, dans nos capacités à faire, à réagir, à explorer telle ou telle chose. Et le fait d'en parler avec quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qui ne porte pas de jugement, quelqu'un qui va pas venir s'opposer à ce que la personne dit, mais va venir chercher comment cette croyance a été construite et chercher l'origine ou d'où est-ce qu'on emmène cette idée-là et comment on a pu la construire. Et à ce moment-là, quand la discussion donc elle devient de plus en plus profonde, etc., et ça révèle plein de choses. Et la personne, elle se dit, ah oui, c'est pour ça que je me comportais de telle ou telle manière.
c'est pour ça que je me permettais pas telle ou telle chose. C'est pour ça que je réagis comme ça parce que je me suis pas autorisée à faire autrement. Je suis restée dans un cadre qui m'a été peut-être imposé, donné et dans mon éducation, dans mon passé, etc. Et que inconsciemment, je reproduis ce même schéma. Inconsciemment, je reste sur ces mêmes règles. C'est comme si qu'en fait, on était dans une classe, il y avait un maître ou une maîtresse qui avait des règles de la classe, etc. Et ben, même en sortant de la classe, on va continuer en fait, à subir ou à vouloir être ou faire de la même manière que ce maître ou cette maîtresse nous a demandé de faire. Et on se rend pas compte, mais c'est en gros, c'est ce qu'on fait. On continue à faire la même chose, à reproduire les mêmes réactions, à avoir peur des mêmes choses qui sont aujourd'hui obsolètes, qui n'existent plus. Mais le fait de mettre des mots dessus et de venir les titiller et les chercher, là, on découvre plein de choses qu'on peut du coup, rien qu'en prenant conscience, bah, les dissoudre, les détruire. Et c'est génial, parce que la personne en sortant, bah, elle se dit, bah, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose sur moi, j'ai compris pourquoi je me comportais comme ça. Et là, je ne veux plus faire ça. Je décide, en tant qu'adulte aujourd'hui, de faire autrement, d'être autrement, de réagir autrement, de me permettre des choses que je ne me permettais pas avant, et qu'aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que je veux faire et de ce que je veux avoir. Et bien sûr, c'est dans la même, comment dire, c'est dans le but d'atteindre un objectif. Et c'est pour ça que dans les coachings, avoir un objectif et travailler à partir de cet objectif est essentiel. Parce que on peut bien sûr tout déconstruire, etc., mais ce n'est pas possible dans un processus de coaching. Il faut en faire du coup plusieurs. Mais rien que quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser ou à faire à un moment T, et que après l'accompagnement, on se voit et on se trouve différent, on arrive à produire des comportements qu'on n'osait pas faire dans le passé, avoir une nouvelle manière de voir telle ou telle chose, et ben pour moi c'est voilà, c'est la totale réussite de ce processus, parce que c'est ça, c'est déconstruire pour reconstruire derrière des nouveaux schémas, des nouvelles autorisations, une nouvelle perception. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai évoqué l'image de la montgolfière, parce que c'est cette montgolfière qui nous permet de prendre de la hauteur sur des situations, de percevoir. Donc je te rejoins, Maud, sur le fait de changer notre regard sur telle ou telle chose, et de venir en fait le changer pour le rendre plus comment dire, plus acceptable, et plus facile à déconstruire. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je voulais dire, c'est prendre de la hauteur et d'avoir un autre avis, une autre perception, un autre point de vue sur la situation qui pose problème. Et ça, en fait, c'est la base de ma pratique, et c'est ce qui aide mes clients à dépasser du coup leurs limites et faire des choses qu'ils n'ont jamais pu faire dans le passé. Merci beaucoup, Imen. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux objectifs qui pour toi sont hyper importants en coaching. En art-thérapie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la personne peut avoir des attentes et des motivations, mais nous, en fait, notre but, c'est pas tant le résultat. Si elle arrive à que ses attentes soient comblées à la fin d'un processus art thérapeutique, mais c'est génial. Mais si ça se passe pas, ben, c'est comme ça. Et c'est tout le travail de l'art thérapeute, justement, de mettre ça de côté et de se dire, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour elle, quels sont les moyens que j'utilise pour qu'elle puisse parvenir à se redécouvrir, à, comme tu dis, peut-être faire tomber des barrières, des croyances limitantes, etc. Mais c'est vraiment s'éloigner du résultat, de ce que la personne attend de nous.
on répond pas justement à sa demande. Alors, en fait, je rebondis sur ce que tu dis. En coaching, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui a un rôle de boussole, si tu veux, pour traverser le chemin, le processus de coaching. Mais en vrai, on n'est pas censé répondre à quoi que ce soit non plus. Et la personne, si elle n'atteint pas son objectif, c'est OK aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'obligation pour atteindre un tel ou tel résultat ou un objectif, mais ça permet en fait de canaliser, de rendre le processus, de donner du sens au processus. Mais si la personne, donc je te rejoins parce que si la personne n'est pas motivée pour X raisons, rien que son identité, du coup, qui va se mettre en danger, par exemple, ça peut arriver, et qu'elle résiste, et ben du coup, le coach, même 10 coachs, ils peuvent venir, ça changera rien. La personne, si elle n'a pas cette motivation et cette envie de dépasser ce qui lui pose problème, et ben c'est elle seule qui le fera. Parce que c'est pareil. Le coach, pour moi, c'est quelqu'un qui va accompagner la personne comme si qui va lui tenir une lampe torche sur son chemin. Il n'a pas à lui dire où est-ce qu'elle va, au contraire de ce qu'on peut penser, parce que on a une idée un peu. Le coach, c'est celui qui dit comment faire, où aller, par où passer, et c'est lui qui guide les gens vers quelque chose. Mais pas du tout. Le coach, il est là juste pour tenir compagnie la personne dans son processus de d'évolution. Quand elle va aborder par elle-même telle ou telle question ou telle valeur qui pose problème ou telle croyance qui pose problème, c'est par elle-même, par sa propre demande, qu'elle va venir en fait poser la bonne question. Et le coach va venir éclairer, poser la bonne question qu'elle-même n'arrive peut-être pas à se poser pour la mettre face à face à sa réponse. Et c'est en répondant à ça qu'elle va trouver les réponses. Mais lui, le coach en lui-même, il a une posture basse sur le contenu ou sur l'avancement ou l'évolution de la personne. Ce n'est pas du tout du conseil. Ce n'est pas je viens te dire tu dois faire ceci, cela. Plutôt, je te demande comment toi tu vois les choses. Qu'est-ce que toi tu penses pouvoir, par exemple, mettre en place pour telle ou telle chose. Et à partir de la personne, c'est elle-même qui va décider de ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle veut aller. Et le coach, il va l'aider à mettre ça en forme, qui va l'aider à restructurer, il va l'aider à s'entendre parler et à s'entendre exprimer ses souhaits intérieurs, tu vois. Et c'est bien sûr l'inconscient qui va parler, que ce soit par le verbal, le inverbal, le paraverbal, etc. Et tout ça, le mélange de tout ça, en fait, aide la personne du coup à arriver là où elle est capable d'y aller à ce moment-là. Si c'est pas encore c'est pas encore le moment de déconstruire telle ou telle chose, et ben ça sera OK aussi et ça sera pas fait comme par exemple pour l'art thérapie, tu vois. C'est très bien que tu interviennes pour vraiment déconstruire les idées préconçues qu'on peut avoir sur un coach. Merci. Je vous remercie pour votre présence, pour avoir pris du temps pour présenter votre métier, pour tous ces échanges qui ont été très riches et j'espère qu'on apportera un petit peu d'éclairage sur nos métiers aux personnes qui nous regarderont. Et merci aussi aux personnes qui ont visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi pour cette initiative, en tout cas. C'est très chouette. Merci Valérie pour cet après-midi riche d'échanges et de découvertes. Et merci aussi à tous les gens qui nous ont suivis jusqu'à la fin.